Oubliez les Césars, les aqueducs et les gloires impériales. Ce soir, nous explorons la face cachée de Rome, un monde plus sombre, plus étrange, où la justice se transformait en un spectacle terrifiant. Rome nous a légué des routes et des lois, mais elle nous a aussi offert certaines des punitions les plus absurdes, théâtrales et carrément dérangeantes que le monde antique ait jamais connues. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous rejoignez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui se joint à nous du monde entier. Maintenant, baissez les lumières. Peut-être allumer un ventilateur pour ce doux bruit de fond et laissons-nous glisser ensemble dans le voyage de ce soir. Les Vestales enterrées vivantes, le prix élevé de la virginité. Dans la Rome antique, les vierges vestales étaient l'équivalent spirituel de notre Wi-Fi national. Si elles tombaient, tout s'effondrait. Ces femmes étaient choisies avant la puberté pour servir la déesse Vesta, gardienne de la flamme éternelle. Leur mission, maintenir ce feu sacré allumé et, plus important encore, rester à l'écart des hommes pendant 30 ans. Or, rompre un vœu de chasteté dans la Rome antique n'était pas simplement mal vu. C'était traité comme faire exploser une bombe nucléaire au milieu du Sénat. Si une Vestale était surprise en galante compagnie, la punition était littéralement d'être enterrée vivante. Oui. Vivante. Pas métaphoriquement annulée. Pas envoyée au coin. Directement ensevelie sous terre. Pourquoi enterrer et non, disons, exécuter avec une épée comme pour un crime antique normal? Simple. Les Romains croyaient qu'on ne pouvait pas verser le sang d'une Vestale. Cela offenserait les dieux, alors ils ont trouvé une délicieuse faille juridique. Creuser une fosse, la descendre avec une lampe à huile vacillante, un peu de pain et une cruche d'eau, parce que, l'hydratation, c'est important, puis la sceller à l'intérieur. Voilà. Pas de sang, pas de gâchis, pas de caprice divin. La pauvre fille gisait là, dans le noir, à méditer sur ses choix de vie pendant que Rome se dépoussiérait les mains et passait à autre chose. On pourrait penser que les hommes avec qui elles étaient surprises subissaient le même sort, mais non. Ils étaient généralement fouettés à mort en public. Toujours brutal, mais plus rapide. Pour être juste, devenir une Vestale était un grand honneur. Vous aviez des places au premier rang au jeu, vous voyagiez dans des carrosses de luxe et aviez même le pouvoir de gracier des prisonniers condamnés d'un seul mot. Mais tout cela venait avec un petit hic. Une seule erreur, et vous dormiez sous terre en permanence. Et, oui, Rome prenait cela très au sérieux. Une célèbre Vestale, Cornelia, fut accusée sous le règne de l'empereur Domitien. Avant d'être condamnée, elle aurait crié « César pense-t-il que j'ai couché avec un dieu alors ? Car aucun homme mortel ne m'a touché. » Un geste audacieux. Qui n'a pas fonctionné. Pénaculei, la mort dans un sac avec des colocataires animaux. Ah, la Rome antique, berceau de la philosophie, de l'architecture et de châtiments qui ressemblent à des rêves fiévreux. Parlons de la pénaculei, qui se traduit par « la peine du sac ». Et non, ce n'est pas un jeu télévisé médiéval excentrique. C'est ce qui arrivait si vous commettiez le tabou romain ultime, tuer votre père. Les Romains ne se contentaient pas de vous infliger une amende ou de vous jeter en prison. Non, non. Si vous assassiniez votre cher papa, ils vous offraient le forfait de punition de luxe, avec vous et 4 animaux malchanceux en vedette. D'abord, les Romains vous liaient les mains, peut-être pour vous donner un moment pour réfléchir à vos choix de vie. Spoiler, vous en aviez fait de mauvais. Ensuite, ils vous cousaient dans un grand sac en cuir. Ça a l'air douillet, non? Mais ça s'améliore. Vous rejoignez dans le sac un chien, pour la loyauté qui vous manquait, un singe, parce que pourquoi ne pas ajouter du chaos, un serpent, pour se faufiler à travers vos regrets. Et un coq, peut-être pour annoncer votre destin au lever du soleil. Ensuite, le sac, désormais débordant de mauvaises décisions et de rage animale, était jeté dans une rivière, idéalement profonde. Le résultat, un mélange frétillant, glapissant, grinçant, sifflant de panique et de justice poétique. Personne ne sait vraiment pourquoi ces animaux spécifiques ont été choisis, mais les historiens pensent que c'était symbolique. Les chiens représentaient la famille, les singes le chaos, les serpents la tromperie et les coqs la vigilance. En gros, vos péchés fait chair et plume.
Pouvez-vous imaginer le moment à l'intérieur de ce sac? Vous êtes bousculé par un singe pendant qu'un serpent s'enroule autour de votre jambe. Le chien perd la tête et le coq pense que c'est un mardi. Si cela ressemble à la pire escape room de tous les temps, vous n'êtes pas loin. La punition était rare, heureusement. Mais Rome l'a ressuscité occasionnellement juste pour marquer les esprits, généralement sous des empereurs qui aimaient le théâtral. La crucifixion, mais à l'envers, renversait le scénario de la souffrance. Quand on entend le mot « crucifixion », la plupart d'entre nous pensent à une chose, une croix en bois, une mort lente et atroce, et un avertissement pour quiconque regarde de ne pas chercher des ennuis à l'État. C'était le châtiment emblématique de Rome, brutal, public et humiliant. Mais laissez les Romains y ajouter une touche de créativité occasionnelle. Entrez dans la crucifixion inversée. Oui. La tête en bas. Parce qu'apparemment, mourir debout n'était pas assez humiliant. Cette méthode était réservée aux cas spéciaux. Habituellement, des gens dont les autorités voulaient vraiment faire un exemple, des criminels, des traîtres et parfois des rebelles qui insistaient pour être difficiles même dans la mort. Mais la crucifixion inversée la plus célèbre est peut-être celle de Saint Pierre, l'un des 12 apôtres de Jésus. Selon la tradition, lorsque Pierre fut condamné à mourir par crucifixion sous l'empereur Néron, il fit une étrange demande, « Crucifiez-moi la tête en bas. Je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. » Et Rome, étant la machine efficace qu'elle était, a dit, bien sûr. Pourquoi pas? Maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu intenses. La crucifixion était déjà l'une des pires façons de mourir, combinant asphyxie, perte de sang et humiliation publique totale. Mais retourner le corps changeait la dynamique. Le sang affluait à la tête. Les muscles se tendaient de manière anormale. La respiration devenait presque impossible, et ça faisait très mal. Pensez Y comme ceci, c'est la différence entre assister à une conférence ennuyeuse et assister à cette conférence la tête en bas pendant que quelqu'un vous enfonce des clous dans les chevilles. Pour les Romains, il ne s'agissait pas de symbolisme. Il s'agissait d'envoyer un message, croisez notre chemin, et nous rendrons votre mort aussi étrange et mémorable que possible. La décimation, l'exercice de cohésion d'équipe original avec une touche de traumatisme. Quand vous pensez à un discours de motivation, vous imaginez peut-être un entraîneur criant « On gagne ensemble, on perd ensemble ». Mais dans la Rome antique, la phrase aurait pu facilement être « On marche ensemble » ou 1 sur 10 d'entre vous meurt. Bienvenue dans le monde charmant de la décimation, une punition militaire si brutale qu'elle fait passer le camp d'entraînement moderne pour une journée au spa. Voici comment ça fonctionnait. Si une unité romaine faisait preuve de lâcheté au combat, tentait de déserter ou se mutinait, le commandant avait une option nucléaire. Pas au sens explosif, plutôt au sens de la guerre psychologique. Le groupe entier était aligné, et tous les 10 soldats tiraient au sort. Le « chanceux » il était battu à mort par ses 9 camarades avec des gourdins, des pierres ou tout ce qui était à portée de main. Oui, vous avez bien entendu. Non seulement vous faisiez face à la mort, mais vous deviez aussi tuer votre copain, le gars avec qui vous veniez probablement de partager du vin et du pain la veille, tout ça pour prouver votre loyauté à Rome. La logique derrière la décimation était froide mais efficace. Si vous craignez vos propres camarades plus que l'ennemi, vous y réfléchiriez à 2 fois avant de vous enfuir. Et curieusement, ça marchait. L'une des utilisations les plus tristement célèbres de la décimation fut celle de Crassus, le riche général qui forma un triumvirat avec Jules César et Pompée. Après une défaite humiliante lors de la révolte des esclaves de Spartacus, il décima une unité déshonorée parce que rien ne dit, on est de retour sur les rails, comme un massacre interne décontracté. La fourche de l'hérétique, un entraînement cervical médiéval que personne n'a demandé. Disons que vous viviez dans la Rome antique, ou plus précisément, dans le bas empire romain, pendant ces siècles crépusculaires où les choses devenaient plus étranges, plus sombres et bien plus obsédées par l'hérésie. Vous vous éleviez contre l'Église ou contestiez une croyance sacrée. Rome ne se contentait pas de vous gronder. Elle vous offrait un accessoire que vous n'oublieriez jamais, la fourche de l'hérétique. Imaginez ceci, une tige de métal avec 2 dents à chaque extrémité. Une extrémité pointée vers le haut sous votre menton, l'autre enfoncée directement dans le haut de votre poitrine, un trident miniature prenant votre cou en sandwich. Inconfortable? Oh, on ne fait que commencer. Une fois ce charmant appareil attaché,
il vous était interdit de bouger la tête du tout. Baisser les yeux. Poignarder. S'endormir. Poignarder. La fourche n'était pas conçue pour tuer. Elle était conçue pour vous épuiser mentalement, physiquement, spirituellement. Vous restiez debout, parfois pendant des jours, contractant chaque muscle juste pour éviter de vous empaler. Pour rendre les choses encore plus théâtrales, la fourche portait parfois de petites inscriptions en latin gravées dessus. Des choses comme « Je renonce à mon péché » ou « Je suis coupable », parce que rien ne stimule votre confession comme le fait d'être lentement empalé par la typographie. Ce qui est fou, c'est que ce châtiment n'était même pas l'un des plus extrêmes de Rome. C'était plutôt un kit de démarrage pour les pécheurs. Pas de sang, pas d'exécution publique, juste une souffrance silencieuse et une panique interne. La roche tarpéienne, le bouton original de suppression d'amis de Rome. Oubliez les textos passifs-agressifs ou les désabonnements dramatiques sur les réseaux sociaux. Dans la Rome antique, si vous trahissiez l'État, on ne se contentait pas de couper les ponts avec vous. On vous jetait d'une falaise. Bienvenue à la roche tarpéienne. Une chute abrupte de 80 pieds sur la face sud du Capitole, à quelques pas du Forum romain. Ce n'était pas seulement un point de vue panoramique. C'était là que la République sortait les poubelles en y précipitant les traîtres. La roche tire son nom de Tarpeia, une jeune Romaine qui trahit la ville au profit des ennemis sabins en échange de ce qu'elle pensait être de brillants bracelets en or. Les Sabins, toujours très littéraux, l'écrasèrent avec leurs boucliers à la place, honorant techniquement l'accord. Son corps fut jeté de la falaise, et la roche fut nommée en son honneur. Morale de l'histoire, ne faites pas confiance aux envahisseurs ou aux plans de paiement vagues. Après cela, la roche tarpéienne devint l'outil préféré de Rome pour traiter les traîtres, les fonctionnaires corrompus, les faux témoins et quiconque donnait à l'État l'envie de dire « Ouais, celui-là a besoin d'une punition dramatique ». Le condamné était souvent déshabillé, paradé, puis conduit au bord où la gravité se chargeait de la sentence. Et oui, il y avait généralement une foule. Rien de tel qu'une bonne vieille exécution pour pimenter une journée de marché. Damnatio ad bestia, la mort par le lion, applaudissements facultatifs. Bienvenue au Colisée. Pierre, Sueur et 50 000 fans rugissants. La version de la Rome antique de la télévision par câble. L'événement principal d'aujourd'hui, la damnatio ad bestia, ou comme nous l'appellerions, être donné en pâture à des animaux sauvages pendant que tout le monde mange des collations. Ce châtiment, signifiant « condamnation aux bêtes », était la solution de prédilection de Rome pour les criminels, les traîtres, les prisonniers de guerre et, plus tragiquement, les chrétiens qui ne s'inclinaient pas devant les dieux impériaux. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agissait pas seulement de mort. Il s'agissait de spectacle. Rome ne croyait pas aux exécutions ennuyeuses. Elle croyait au théâtre. Les condamnés étaient jetés dans une arène où attendaient des lions, des léopards, des ours ou parfois même des éléphants affamés. Mais voici la subtilité. Rome étant Rome, il déguisait souvent les victimes. C'est vrai. Il transformait leur mort en pièces de moralité. Une âme malchanceuse pouvait être habillée en Orphée, pour être mutilée en plein solo de lyre. Une autre pouvait jouer un méchant mythologique comme Prométhée, pour que des oiseaux lui picorent le foie dans une reconstitution précise. Vous pourriez demander, avait-il une chance de se défendre? Absolument pas. Ce n'était pas un procès. C'était une condamnation à mort enrobée d'applaudissements. La foule venait pour voir du sang. Et si les lions étaient endormis ce jour-là, pas de problème. Les Romains avaient des astuces, comme les piquer avec des fers chauds ou les affamer pendant quelques jours auparavant. Le spectacle doit continuer. Le suicide forcé avec honneur, quand Rome vous laissait mourir avec dignité. Dans la Rome antique, recevoir une condamnation à mort ne signifiait pas toujours être traîné dans l'arène ou jeté d'une falaise. Parfois, si vous étiez chanceux, ou plutôt politiquement connecté, vous receviez une sorte de punition spéciale, le suicide forcé. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Nous n'allons pas vous tuer, mais nous vous suggérons fortement de le faire vous-même. Voici comment cela fonctionnait. Si vous étiez un sénateur, un noble, ou simplement quelqu'un d'assez haut placé dans la société romaine pour posséder plus d'une tunique, et que vous parveniez à offenser l'empereur, vous receviez une visite discrète. Un rouleau était livré, un message poli de l'empereur,
qui disait quelque chose comme « Vous avez déshonoré l'État. Veuillez emprunter la voie honorable. » Traduction, tuez-vous avant le coucher du soleil, ou nous le ferons pour vous et de manière très désagréable. L'avantage, si vous obtempériez, était que votre famille pouvait conserver vos biens. Votre nom pouvait même rester intact dans les archives. Peut-être. C'était la version romaine d'une indemnité de départ, avec du sang au lieu de paperasse. Ce n'était pas considéré comme une humiliation. C'était perçu comme noble. Le philosophe Sénèque le Jeune a connu ce sort. Accusé de faire partie d'un complot contre Néron, il reçut l'ordre de mettre fin à ses jours lui-même. Il s'ouvrit les veines des poignets, puis des chevilles, dans un dernier acte de contrôle dramatique. Le chevalet de bois, quand s'asseoir devenait un crime. Si vous vous êtes déjà plaint d'une chaise inconfortable, la Rome antique aimerait avoir un mot avec vous. Car l'une de leurs punitions les plus imaginatives impliquait un meuble, le désormais tristement célèbre chevalet de bois, ou comme il aurait dû s'appeler, le poney de la douleur et du malheur. Cet appareil n'était pas un vrai âne, bien sûr. C'était une poutre de bois haute, étroite et à l'angle aigu, en forme de A, avec une crête aussi fine qu'un rasoir. Le condamné, généralement un voleur, un esclave ou un soldat rebelle, était forcé de le chevaucher. C'est exact. Tout le poids de leur corps appuyait sur ce bord tranchant, juste entre les jambes. Mais attendez, ça empire. Pour vraiment enfoncer le clou, jeu de mots intentionnel, des poids étaient souvent attachés aux chevilles de la personne. La gravité faisait le reste. Plus vous restiez assis, plus la poutre déchirait votre chair, lentement, douloureusement. Et selon la générosité du bourreau, vous pouviez y rester pendant des heures. Ce n'était pas toujours une condamnation à mort. Parfois, c'était juste utilisé comme une forme très persuasive d'humiliation publique. Le marquage au fer rouge du visage, quand votre photo d'identité était permanente. Dans un monde sans carte d'identité, sans vérification d'antécédents ni recherche Google. La Rome antique avait une solution simple pour garder une trace des criminels, il suffisait de le leur graver sur le visage. Oui. Nous parlons de marquage au fer rouge, pas le genre que les entreprises font avec des logos, mais le genre où votre propre front devient une étiquette de crime. Et si vous étiez un voleur, un esclave en fuite ou un récidiviste, félicitations. Vous aviez désormais une caractéristique faciale permanente qui criait « Ne faites pas confiance à ce type ». Le marquage était généralement effectué avec une tige de métal chauffée pressée sur la peau avec la douce miséricorde d'un forgeron pressé. Des lettres comme F pour fur, voleur, ou C pour calumnia, faux accusateur, étaient brûlées sur votre front ou votre joue. Imaginez vivre avec cette marque. Marcher au marché, tout le monde sait. Essayez de trouver un travail? Bonne chance. Vous n'étiez plus une personne. Vous étiez une scène de crime ambulante. Plus tard, des empereurs comme Constantin ont tenté d'adoucir la pratique, suggérant de placer les marques sur les mains ou les jambes au lieu du visage. Mais même alors, le but était le même, la honte permanente. L'ablation de la langue pour blasphème, dit adieu aux petites conversations. Dans la Rome antique, la liberté d'expression était conditionnelle. Vous pouviez louer l'empereur, débattre de philosophie et réciter de la poésie. Mais ne blasphémez pas. Car si vous disiez du mal des dieux, insultiez l'empereur ou murmuriez les mauvais mots aux mauvaises oreilles, vous pourriez vous retrouver à subir une punition à la fois littérale et horrifiante, l'ablation de la langue. Oui. Il le faisait vraiment. La logique était simple, si vos mots étaient dangereux, Rome vous réduirait au silence en permanence. Le processus n'était pas exactement subtil. Pas d'anesthésie, pas d'outils stériles, juste des pinces, du fer et de la douleur. Un soldat ou un bourreau serrait votre langue, la coupait ou, dans certains cas, l'arrachait entièrement. Ce n'était pas de la chirurgie. C'était de la censure approuvée par l'État. Un mot de travers, un murmure hérétique, un chant rebelle, et hop. Cette punition n'était pas seulement brutale, elle était théâtrale. Les ablations publiques de langue envoyaient un message clair, les mots ont du pouvoir, mais les nôtres en ont plus. Le supplice de la roue, quand vos os devenaient de lard. Si vous pensiez que les Romains manquaient d'imagination pour détruire une personne, permettez-nous de vous présenter la roue, également connue sous le nom de roue de rupture ou, pour les plus dramatiques, la roue de Catherine.
C'était moins une exécution qu'une séance de sculpture macabre utilisant le corps humain comme matière première. Voici comment cela fonctionnait. D'abord, le condamné était attaché à une grande roue en bois, les bras et les jambes écartés comme une étoile de mer humaine macabre. Puis un bourreau armé d'une lourde barre de fer commençait le vrai travail, briser les membres un par un, lentement, délibérément. Le but n'était pas de tuer tout de suite. Oh, non. Le but était de fracasser les os tout en gardant la victime en vie. Le corps se pliait de manière anormale, devenant une démonstration grotesque de douleur et de précision. Mais la pièce de résistance, le corps brisé était ensuite entrelacé dans les rayons de la roue, les membres pliés et enfilés comme un projet de macramé cauchemardesque. Parfois, la roue était hissée sur un poteau comme un drapeau d'avertissement. L'exécution par la cendre chaude, la mort par combustion lente et granuleuse. En matière de mise à mort créative, la Rome antique avait toujours quelque chose qui mijotait. Littéralement. Entrez dans l'une de ces punitions les moins connues mais profondément troublantes, l'exécution par la cendre chaude. Elle n'est pas aussi célèbre que la crucifixion ou les lions, mais c'est peut-être l'une des façons les mourir les plus lentes et les plus terrifiantes psychologiquement jamais conçues. Pas d'épée, pas d'effusion de sang, pas de libération rapide. Juste des cendres, chauffées, suffocantes et infinies. Cette méthode horrible est attribuée, sans surprise, à l'empereur Néron, un homme qui traitait les exécutions comme de l'art performance. Dans un cas enregistré, Néron fit enterrer un ennemi jusqu'au cou dans une fosse. Jusqu'ici, classique Rome. Mais au lieu de le décapiter ou de le lapider, Néron ajouta une touche. Un entonnoir fut inséré dans la bouche de l'homme, et de la cendre chaude fut lentement versée à l'intérieur. Pas de l'eau bouillante, pas du feu. De la cendre. À première vue, cela semble inoffensif. Les cendres sont douces, n'est-ce pas? Mais c'est là que l'horreur ingénieuse entre en jeu. La cendre est brûlante. Elle obstrue la gorge, brûle les poumons et suffoque de l'intérieur. C'est la mort par la poussière. La tunica molesta, le pire accident de garde-robe de Rome. Dans la Rome antique, la mode ne tuait pas, sauf si vous portiez la tunica molesta, ou comme nous pourrions l'appeler, la robe de mort inflammable. Imaginez ceci, vous êtes conduit dans une arène ou attaché à un poteau, et au lieu de chaînes ou de cordes, le bourreau s'approche de vous avec une tunique. Elle est imbibée non pas d'eau, mais de pois, de goudron et d'huile. C'est la tunica molesta, littéralement, tunique ennuyeuse, mais plus précisément, une combinaison de cauchemar hautement inflammable. C'était un vêtement trempé dans un matériau combustible, ajusté près du corps, puis incendié alors que vous étiez encore bien vivant à l'intérieur. Ce n'était pas seulement une méthode d'exécution, c'était une performance publique. Utilisée le plus célèbrement sous des empereurs comme Néron, qui transformait les exécutions en divertissement après le dîner. Lors de ces tristement célèbres fêtes de jardin, Néron utilisait la tunica molesta pour éclairer les lieux, des torches humaines illuminant sa vision tordue des loisirs romains. Qui la portait? Les incendiaires, les traîtres, les chrétiens, toute personne jugée digne d'une fin particulièrement théâtrale. Damnatio memoriae, quand Rome vous effaçait de l'histoire. La plupart des punitions romaines se terminaient avec le corps. Mais certaines allaient plus loin, dans la mémoire, dans l'héritage, dans l'oblitération. C'est la damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire, la punition la plus obsédante de toute à Rome. Car qu'y a-t-il de pire que la mort? Être oublié volontairement. Si vous étiez un empereur qui avait embarrassé l'État, un général qui s'était rebellé ou un sénateur tombé trop bas en disgrâce, Rome pouvait non seulement vous tuer, mais aussi vous effacer complètement. Les statues, brisées ou défigurées. Les inscriptions, burinées. Les portraits, repeints. Votre nom, rayé des documents officiels, des pièces de monnaie et des monuments. Si vous aviez des réalisations, elles étaient réattribuées. Si vous aviez des partisans, ils étaient réduits au silence. L'un des exemples les plus célèbres fut l'empereur Geta, frère de Caracalla. Après que Caracalla l'eut fait assassiner, il ordonna que l'image de Geta soit retirée de chaque mosaïque, peinture et buste. Des milliers d'inscriptions furent modifiées, son nom gratté à la main. C'est la vaporisation historique. Il y a quelque chose de terrifiant de moderne là-dedans aussi. Nous parlons aujourd'hui de la cancel culture, de l'effacement social.
Mais Rome le faisait il y a 2000 ans, juste avec des burins au lieu de tweets.